CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag. En première partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir Raphaël Amselem, qui est analyste en politique publique. Et en deuxième partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendaïa. Raphaël Amselem, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de la Radio Juive de Marseille et notamment dans l'émission du CRIF Marseille-Provence. Vous êtes analyste en politique publique et j'avais envie de vous interviewer ce soir parce que bon, déjà, je vous suis sur Twitter, je vois que vous bougez bien, qu'on vous voit un petit peu partout arriver en référence et j'aurais aimé parler avec vous de plusieurs points et notamment de ce que vous dites alors dans le traitement justement de l'antisémitisme. Alors justement, et on va prendre un petit peu des phrases un peu à droite, à gauche ou des sentiments que j'ai pu avoir. Vous dites que la France insoumise, on va rentrer dans le vif du sujet, a un grave problème de traitement de l'antisémitisme. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut tout à fait le constater d'une part au vu d'un continuum de déclarations de la part de Jean-Luc Mélenchon, de plusieurs de ses cadres, qui durent maintenant depuis plusieurs années. On peut prendre des exemples très concrets en la matière. C'est par exemple les compatriotes de Jésus qui l'ont mis sur la croix. C'est aussi le Zemmour qui reproduit des scénarios culturels issus du judaïsme. C'est Corbyn qui a fait l'objet d'une cabale de la part du grand rabbin d'Angleterre et du Likoud, ou encore le CRIF qui est présenté de manière régulière comme un organisme d'extrême droite contre qui il va arrêter de faire des génuflexions devant les oukases arrogantes et communautaristes. Donc on a en fait un ensemble de tropes qui sont déployés dans le discours de façon continue, qui vont du juif apatride au juif déicide, en passant par la double allégeance, enfin bref, un ensemble de tropes qui, à mon sens, et je conclurai sur ça, sont sur fond de deux problèmes de doctrine au sein de la gauche actuelle. D'une part, une vision de l'antiracisme qui est fondée sur ce qu'on appelle les théories critiques de la race, qui est une doctrine qui nous vient des États-Unis, et qui, en gros, pour le dire en une phrase, considère que les juifs sont des blancs dominants, et donc en ce sens-là ne sont pas du tout une minorité à protéger, d'une part, puis d'autre part, une vision complètement mythifiée du conflit au Proche-Orient, où de la même façon, les juifs sont placés du côté des dominants, et comme la gauche se situe dans un rapport qui est de lutte contre les dominants, les juifs passent à la trappe. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon a déclaré il y a peu de jours, je crois, et je le cite, il répond finalement à ces accusations. Personne n'a porté plainte contre moi pour antisémitisme, pourtant c'est un délit en France, c'est donc que nos accusateurs n'y croient même pas. Vous lui répondez quoi à ça ? Oui, alors c'est assez marrant d'une part d'être membre d'une gauche qui considère, et d'ailleurs c'est quelque chose qui en soi est positif, l'antiracisme moderne considère qu'il faut écouter la parole des concernés. C'est-à-dire que quand vous avez une personne noire qui se plaint de négrophobie, il faut l'écouter. Quand une personne juive se plaint d'antisémitisme, il faut l'écouter. C'est assez drôle de voir qu'il n'applique pas ses propres principes d'une part. D'autre part, c'est assez drôle de voir aussi que de se voir opposer une rhétorique qui est exactement la même rhétorique qu'on a opposée aux femmes qui se sont plaintes de violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire, en gros, on ne vous croit pas, on ne vous écoute pas, et puis même, il y a une sorte de manipulation de nos causes, à savoir l'antisémitisme, à des fins politiques de nuisance à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, je me souviens d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon dans lequel il avait posté une photo de croix gammée qui avait été taguée dans les rues de Paris, et la justice s'est saisie de l'affaire et n'avait pas mis en place l'incrimination d'antisémitisme, mais il s'était plaint que la justice ne l'ait pas fait. Comme quoi, on peut avoir une justice qui ne fait pas tout le temps son travail. Monsieur Mélenchon est le premier apparemment qui est conscient, donc ce serait bien encore une fois qu'il s'applique ces principes lui-même. Et je terminerai sur un dernier point. Je vous en prie. C'est que je considère que l'antiracisme, d'ailleurs en accord avec la gauche, l'antiracisme n'est pas un antiracisme procédurier. C'est-à-dire que l'antiracisme, vous n'avez pas à attendre 4 à 5 ans de procédure judiciaire pour pouvoir le constater.
Mhm. Donc quand M. Mélenchon dit qu'il faudrait porter plainte, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, le racisme ne se constate pas in concreto, dans une situation palpable sur pièce et sur place, mais doit attendre des années de procédure judiciaire. Je trouve que c'est une considération de l'antiracisme qui est assez originale, on peut le dire. Alors, Raphaël Amselem, il y a Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi, et j'aimerais bien le souligner, bon, des gens aussi qui sont au sein de la France Insoumise, comme Mathilde Panot, Ercilia Soudé, etc. Et quand on parle d'Ercilia Soudé, j'étais très surprise et bon, il se trouve qu'elle est vice-présidente du groupe d'études de lutte contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale et j'ai cru apercevoir qu'elle s'appuyait pour dire qu'elle faisait son travail dans ce groupe d'études, notamment en allant rencontrer des jeunes de l'association Tzedek. Alors l'association Tzedek, j'aimerais bien que vous nous en fassiez une petite analyse. C'est une association décolonialiste qui émerge. Hein. Moi, je vous dis honnêtement, je pense, je sais pas si ça fait très longtemps qu'elle existe. En tout cas, on en entend parler de plus en plus. Et le problème, c'est que je trouve que c'est un peu pervers ce qui se passe autour de ça. Alors tout à fait. Alors l'association Tzedek, comme vous l'avez dit, est une association juive décoloniale qui essaye d'insérer les luttes d'antisémitisme au sein de l'extrême gauche, pour le dire un peu simplement. Oui. Le problème avec cette association, c'est que en fait, c'est beaucoup plus des cautions morales à des antisémites ou des gens qui sont consignés avec l'antisémitisme au sein de l'extrême gauche, plutôt que des gens qui essayent sincèrement et légitimement de lutter contre. Et donc, ça passe par le fait que les membres de l'association Tzedek sont extrêmement proches, sont même, disons, les chevaliers de Madame Boutelja. Oui, du parti pire, c'est-à-dire le parti des indigènes. Indigénistes qui sont carrément, on peut le dire ouvertement, qui ont des propos très tendancieux qui frôlent l'antisémitisme. C'est Madame Boutelja défend l'idée d'un philosémitisme d'État, c'est-à-dire l'idée que les Juifs sont quelque part protégés de l'État, des pouvoirs publics, que Israël, évidemment, on n'en parle même pas. Donc des gens qui ont des thèses qui sont absolument détestables du point de vue de la lutte contre l'antisémitisme. Eh bien, c'est assez drôle de voir que l'association Tzedek lutte beaucoup plus contre ce qu'ils appellent l'instrumentalisation de l'antisémitisme plutôt que l'antisémitisme réel. Puis peut-être un dernier point, on peut montrer à quel point c'est une association problématique. C'est un groupe qui a publié au jour du 7 octobre un communiqué dans lequel, en gros, la violence entraîne la violence, hein, donc c'est un peu la faute comme des Israéliens ce qui se passe, hein, on va pas se mentir, d'après eux. Et puis dans lequel ils disent que, donc on est le jour du 7 octobre, ils disent il ne nous appartient pas de questionner les méthodes de ce qui est très grave en soi, palestinienne, mais il nous appartient de rappeler la légitimité fondamentale. Bon ben voilà, je crois que les choses sont assez dites, et de voir à quel point des prises idéologiques empêchent tout simplement de distinguer sa droite de sa gauche. Alors justement, comment faire? Parce que moi je l'ai vu, c'est à partir de ce moment-là finalement qu'ils commencent à avoir leur heure de gloire, ces gens-là, où on les voit interviewés un peu partout, ils passent sur Combini, ils passent etc. Comment vous, puisque vous êtes analyste en politique publique, d'autres associations, alertez en disant que non, ça représente pas la majorité du tissu associatif qui parle au nom de la communauté juive? Oui, absolument. D'une part, il faut dire une chose qui est assez importante, c'est que ces gens sont absolument libres de s'exprimer. Exactement. Et la liberté d'expression inclut la possibilité de dire des idioties, des débilités, des mensonges et tout ce qui va avec. Donc, de ce point de vue-là, je suis pour leur expression libre, pleine et entière. En revanche, oui, il faut rappeler que ces gens ne représentent personne à part eux-mêmes, que je pense que le nombre de membres, d'ailleurs, de cette association se compte sur les doigts de la main. Et il faut rappeler aussi que leur affiliation à l'origine vient de l'UJFP, exactement, l'Union des Juifs Français pour la Paix, qui est une association d'ailleurs qui, de mémoire, n'est pas du tout à majorité juive. Donc ce sont des gens qui ne sont absolument pas représentatifs et dont la voix est extrêmement contestable. Et j'espère avoir apporté quelques déclarations qui montrent que ils ne représentent pas du tout
une parole légitime et crédible sur la question de l'antisémitisme. Alors, Raphaël Amselem, vous êtes, et je le disais il y a quelques instants, analyste en politique publique. Depuis les massacres du 7 octobre, on voit qu'il y a eu une explosion d'actes antisémites en France, mais aussi beaucoup de rigidité à ce niveau-là dans le monde entier. Comment vous analysez ça, vous ? D'abord, je pense qu'il faut rappeler le lien fondamental et historique qu'il y a entre antisémitisme et antisionisme. Par antisionisme, je n'entends pas la critique à la fois légitime et nécessaire du gouvernement israélien au titre de n'importe quel gouvernement, de n'importe quel État. Je parle beaucoup plus de la remise en cause du principe même d'une autodétermination juive qui, en 1948, a été entérinée dans ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Il y a un lien fondamental et historique puisque systématiquement, lorsqu'il y a résurgence du conflit au Proche-Orient, il y a augmentation concomitante dans le monde de la diaspora. Il y a une augmentation concomitante du nombre d'actes antisémites. Et on pourrait faire beaucoup de raisonnements historiques et philosophiques qui expliquent cette porosité-là. Le fait que l'antisionisme l'accusation sionisme en URSS servait à criminaliser, à arrêter des juifs sous Staline. Le fait que quand vous luttez contre l'autodétermination juive, vous luttez contre l'application du droit universel à l'autodétermination aux seuls juifs, qui est le propre de l'antisémitisme, c'est-à-dire de refuser l'application universelle d'un droit aux seuls juifs. Mais on va pouvoir le résumer en fait tout ça en une phrase. Il y a une confusion chez beaucoup entre la figure du juif et la figure du sioniste, pour la simple et bonne raison que les sionistes sont des juifs. Et donc, beaucoup se disent, puisqu'on ne peut pas aller combattre le sioniste en Palestine, eh bien, on va aller le combattre en diaspora, là où il est immédiatement accessible et atteignable. Et là-dessus, il y a évidemment un phénomène inquiétant. Il faut rappeler cette porosité pour tout simplement ne pas être dans le déni de ce qui se passe et du risque qui est encouru par les juifs aujourd'hui et qui est un risque grave et réel. Je pense que vous le savez comme moi, on parle de synagogues et de lieux de vie juive qui sont barricadés derrière des brigades de police, ce sont beaucoup qui ne portent plus la kippa dans la rue. Et donc c'est de rappeler cette réalité-là. C'est de rappeler cette réalité que les juifs, malheureusement, vivent dans une situation où ils se sont habitués à ne pas vivre dans la plénitude de leurs droits politiques, dans la plénitude de leur liberté. Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous mettre en alerte. Bah justement, et avant de se quitter, Raphaël Amselem, j'ai été très touchée, moi, par la une du Parisien, qui a titré, je crois que c'est la semaine dernière, en parlant des Juifs, la phrase c'était de dire il y en a qui nous aiment pas. Et ils ont titré ça en une. Je ne sais pas si vous avez vu cette une du Parisien, qui m'a laissé glacée. Oui, tout à fait. Je n'ai pas vu cette une-là. En bref, la une, c'était de dire il y a des gens qui ne nous aiment pas. Mais titrer ça dans un journal avec un gosse et une kippa, j'avoue que c'était saisissant. Oui, et puis c'est ce qui décrit malheureusement la réalité. Et en la matière, il faut rappeler qu'on a des données qui montrent la porosité toujours palpable de l'antisémitisme en France, même si c'est un pays où personnellement j'aime à dire que je me plais à vivre ici, je suis très heureux de vivre en France et j'ai fait toute mon éducation en France. Mais de rappeler que malheureusement, il y a encore une prégnance de l'antisémitisme qui concerne tant les sphères d'extrême gauche et d'extrême droite. Et en la matière, il ne faut rien lâcher et toujours se battre et essayer d'analyser quels sont les tenants de cet antisémitisme-là pour ne pas se mettre dans une situation de déni. Raphaël Amselem, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes analyste en politique publique. Au revoir. Au revoir. Fabienne Menaillon, bonsoir. Bonsoir. Alors, on se retrouvait bien pour CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence, dont vous êtes la présidente. Vous êtes la présidente du conseil représentatif des institutions juives de France, Marseille-Provence. Alors, on a beaucoup de choses à dire ce soir. Ça fait un petit moment que vous n'êtes plus venu sur notre antenne et sur votre antenne dans le cadre de votre émission. Et si vous le voulez, on va démarrer déjà, revenir sur
sur les attaques du 7 octobre, sur les massacres du 7 octobre, parce que je crois que pour beaucoup d'institutions, beaucoup d'associations juives, beaucoup de personnes, on pourra dire qu'il y a eu un avant et un après. Oui, effectivement, je crois que c'est au-delà des institutions et des personnes, je crois que c'est l'humanité pour laquelle il y aura définitivement un avant et un après le 7 octobre. On a vécu ça comme une déflagration, c'est un ressenti, je crois, généralisé, des attaques d'une barbarie sans nom, et puis les jours qui ont suivi le 7 octobre ont permis les révélations sur l'étendue des atrocités qui ont été commises le 7 octobre. Au niveau de notre institution, on a évidemment essayé de se mobiliser depuis le 7 octobre. Oui, vous avez réagi très vite de suite, parce que je crois que 2 jours après, déjà un grand rassemblement avait été organisé. Vous avez été partie prenante avec, je crois, le Fonds social et le consistoire, c'est ça? Oui, alors c'est une initiative du CRIF. Oui. L'idée de ce rassemblement que nous avons fait le 9 octobre, c'était avant toute chose de manifester notre solidarité, notre soutien à l'État d'Israël. Donc on a appelé effectivement à la mobilisation, et cette mobilisation-là, c'était effectivement au lendemain des attaques qui ont été commises, donc une très forte émotion. C'était un rassemblement qu'on a souhaité être un rassemblement silencieux, parce qu'on a considéré effectivement que, compte tenu de la proximité avec les événements, on était encore en période de deuil, et que l'heure était au recueillement, au silence, à la mobilisation, et puis surtout exprimer vis-à-vis de l'État d'Israël, vis-à-vis des Israéliens, et bien, notre soutien et notre solidarité. Et j'y étais présente d'ailleurs, et j'ai pu constater que ça faisait chaud au cœur quand même de voir le nombre de personnes qui étaient présentes, et surtout toutes les institutions politiques de tous bords qui étaient venues. Je veux dire, les grands blocs, mairies, régions, départements, les présidents, le maire, tous les adjoints avaient fait le déplacement. Oui, tout à fait. Je crois que c'est effectivement, c'est l'expression idoine, c'est dans ces moments, troublés, ne pas se sentir isolé, et savoir qu'on a le soutien de toutes les institutions publiques, là en l'espèce régionale, mais ça a été le cas dans toute la France. Les politiques se sont mobilisés en masse pour manifester à nos côtés le soutien à l'État d'Israël et aux Israéliens. Donc oui, c'est un moment de grande émotion, parce que c'était un moment qui rassemblait finalement tous les Marseillais, tous les citoyens, de nombreux politiques, mais aussi des Marseillais de toute confession, de toute origine, qui se sont tenus aux côtés de notre institution pour ce rassemblement, et pour témoigner la solidarité vis-à-vis de l'État d'Israël. Alors la solidarité, vous aussi, en tant que président du CRIF, vous êtes allé la témoigner en Israël, parce que vous avez fait partie d'un voyage qui avait été organisé, je crois, par le CRIF national, et vous vous êtes rendu, très peu de temps d'ailleurs, après les événements, sur les lieux. Et là, c'est encore plus compliqué, je trouve. Ouais, compliqué, c'est rien de le dire. Alors effectivement, il s'agit d'un voyage qui a été organisé par le CRIF national, qui avait vocation donc à rassembler tous les présidents des grandes institutions communautaires sur le plan national. Et comme l'initiative était partie du CRIF, les présidents de région ont également été invités à l'occasion de ce voyage qui a duré 36 heures. C'est un voyage 36 heures au cœur de l'indicible. On a eu l'occasion d'effectuer des visites à l'occasion de ce voyage. Donc la première étape, ça a été le soir quand nous sommes arrivés. Nous avons été reçus par l'ambassade de France en Israël. L'occasion de rencontrer aussi des familles des victimes, des familles d'otages. Donc ça a été le premier temps fort de notre séjour. Et puis le lendemain, une journée d'une intensité qu'on n'oubliera jamais. Qui a débuté déjà dans un premier temps par la visite de la base militaire de Choura. C'est la base militaire où sont entreposés les corps non encore identifiés. Quand je dis les corps, c'est aussi les morceaux de corps. Parce qu'on sait qu'au titre des exactions qui ont été commises, il y a aussi les décapitations, il y a aussi les démembrements. Et donc là, ça a été un moment bouleversant. Quand les conteneurs réfrigérés se sont ouverts et qu'on a pu constater de nos yeux en fait ces corps entreposés, ces morceaux de corps entreposés d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés non encore identifiés. Donc ça a été vraiment un moment poignant
un moment poignant qui a été conjugué aussi par les témoignages qui ont été livrés par notamment l'aumônier sur place de Tsahal, qui nous relatait bien sûr l'horreur et l'indicible des atrocités qui avaient été commises. Il y a un témoignage aussi qui m'a marqué, d'ailleurs on l'a diffusé sur les réseaux sociaux, c'est une des personnes qui est en charge de l'identification des corps féminins, qui nous a livré un témoignage qui faisait la démonstration de la cruauté, de l'horreur et de l'indicible. D'abord de ce qui avait été commis, c'est-à-dire la difficulté de pouvoir identifier ces corps, parce que brûlés vifs, parce que démembrés. Puisqu'on dit même que... moi, ce que j'ai trouvé très choquant, c'est quand les médecins légistes sont arrivés à bout et qu'ils ont dû faire appel à des archéologues. C'est horrible. C'est vraiment... On mesure en fait l'innommable, à quel point en fait ces corps, ces vies ont été déchiquetées. Et en fait, c'était la difficulté de pouvoir réaliser une identification de ces corps, mais c'était aussi rappeler la douleur des familles qui étaient dans l'attente, en fait, qui ne savaient pas. Ouais. Et donc ça a été vraiment un moment, enfin en tout cas moi vraiment j'ai été, je suis revenue vraiment bouleversée de cette étape du voyage. On s'est rendu par la suite dans un des villages qui a été aussi victime des atrocités du 7 octobre, donc c'est Kfar Aza. Ouais, le kibbutz. Où là aussi pareil, on a été amené à visiter. Complètement détruit. Complètement détruit, ces maisons détruites, brûlées, avec des passages de vie sur le devant des maisons, des vélos, des jouets des enfants, et puis voilà, et puis toutes les horreurs qui ont pu être commises à l'intérieur de ces maisons, où on se dit ben voilà, en fait ce sont des familles entières qui ont été détruites. Quand on voit ce que ces barbares des terroristes du Hamas ont été capables de commettre, c'est à quelques mètres de la frontière de Gaza. On parle de 800 mètres de la frontière de Gaza, donc là on a pu constater l'ampleur des dégâts. On a pu avoir là aussi les témoignages des responsables de Tsahal, qui nous ont expliqué dans quel contexte ces attaques ont été commises, qui nous ont expliqué qu'en fait c'était vraiment en fait c'est ce kibbutz là en particulier, c'est un kibbutz qui œuvrait vraiment pour la paix, le vivre ensemble. Et en fait, les explications qui sont déroutantes, c'est qu'en fait, ces attaques ont pu être commises par l'intermédiaire en fait, de Palestiniens qui travaillaient au sein de ces kibbutzim. Et voilà, et c'est de mesurer en fait que en fait, en Israël, il y a des endroits, particulièrement celui-là, où en fait les habitants voulaient vraiment faire la démonstration de la possibilité du vivre ensemble et ont été trahis. Et c'est aussi cette trahison qui a permis l'ampleur du désordre du 7 octobre. On a poursuivi également ce voyage, on s'est rendu dans la base militaire sud, de commandement sud de Tsahal. On a pu effectivement là aussi rencontrer des responsables militaires qui nous ont expliqué les conditions dans lesquelles ils intervenaient au sein de Gaza. C'est pas neutre quand on entend que Israël ciblerait les civils de manière volontaire. On comprend effectivement par la démonstration qui est faite que en réalité c'est tout le contraire, que tout est mis en œuvre pour sauver ces vies, parce qu'on va distribuer des tracts aux populations pour leur dire il faut que vous vous déplaciez, parce qu'on va mettre en place des systèmes qui permettent effectivement aux populations de savoir précisément à quel endroit, à quel moment Israël va intervenir. Donc c'était aussi une séquence aussi importante qui avait du sens dans le cadre de ce déplacement. Et on a terminé donc ces 36 heures par là aussi une séquence particulièrement douloureuse, où nous avons en fait nos cœurs ont battu en même temps que les cœurs des familles des victimes et des otages, puisque nous nous sommes rendus au ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères à Jérusalem. On a rencontré les familles des otages, où là encore, avec une dignité qu'il faut souligner, ces familles ont partagé avec nous leurs espoirs, leurs douleurs. Donc ça a été vraiment un voyage indispensable au cœur de l'indicible, au cœur de l'horreur, et qui nous permet, pour ceux qui ont eu, alors je sais
pas si on peut dire la chance de faire ce voyage, parce que encore une fois, on est tous revenus complètement démolis et marqués de ce qu'on a pu vivre à l'occasion de ce voyage. Mais en tout cas, ça nous permet, nous, de dire on y était, on a vu, on a constaté, et d'être le relais et le témoin, effectivement, de ce qu'on a pu constater sur place. Alors justement, quand on parle du massacre qui a eu lieu le 7 octobre, malheureusement, c'est malheureux de le dire, mais ça appelle à plusieurs dossiers en réalité, à traiter. Alors il y a bien évidemment ce que vous le disiez, la réponse de Tzahal, le fait que vous soyez allé en Israël, c'est aussi pour témoigner, on le voit déjà, tous les films qui ont été projetés à la presse, qui sont très durs d'ailleurs, tout le monde s'est posé la question, était-ce utile de le faire, de montrer ça, etc. Mais on voit apparaître, parce que dans l'immédiateté des thèses négationnistes qui apparaissent déjà, il y a aussi le dossier, entre guillemets, des otages. Et là, au niveau des otages, la seule chose que chaque association puisse faire, c'est trouver des moyens pour alerter l'opinion. Il n'y a que ça, faire du tapage. Ce que vous avez fait à votre tour, j'aimerais bien que vous nous parliez des opérations que vous avez menées sur les otages au CRIF. Alors là, à ce stade, on a mené deux principales opérations. Enfin, je parle d'action coup de poing, de ce qu'on appelle, au-delà de tout ce qu'on essaye de faire pour sensibiliser les élus aussi en aparté. Il y a deux actions principales. Donc, c'est l'action Poussette qu'on a réalisée au parc Borély. C'est ça. Merci. Donc là aussi, l'idée, c'était en fait de faire un happening, un visuel avec les poussettes, les photos des otages, et puis sensibiliser, parce qu'on parle d'enfants, on parle de bébés. Donc l'idée de cette action, c'était vraiment une action visuelle qui permettait de sensibiliser l'opinion. C'est une action qui a été menée d'ailleurs dans les grandes villes de France. L'objectif aussi, c'est qu'on puisse s'inscrire en fait dans des actions qui se déroulent dans chaque grande ville, pour que ça puisse donner une dimension supplémentaire à l'organisation de ces événements. Et puis tout récemment, on a mené aussi l'action du camion de l'espoir. Une journée particulièrement froide en plus, cette journée. Ouais, alors là aussi, on a vécu quelques heures. Alors, c'est beaucoup de travail en amont pour l'organisation de cet événement, parce que l'objectif, c'est encore une fois de permettre la sécurisation du déroulé de l'événement. L'objectif pour moi aussi, c'était qu'en tant que président du CRIF Marseille-Provence, on puisse faire circuler ce camion, pas seulement à Marseille, mais dans toutes les villes qui font partie du giron du CRIF Marseille-Provence. Donc il a fallu effectivement organiser la présence de ce camion alors on a organisé ça donc à Toulon, Marseille bien sûr, on va en parler. On a également organisé ça à Aix-en-Provence, Nîmes, Avignon. Donc on a quand même 5 grandes villes où le camion a pu passer. Et là encore, cette action, c'est une action hautement symbolique. C'est un camion qui circule dans toute la France. Donc là, c'est pareil, c'est parti d'une initiative du CRIF national qui nous a mis à disposition ce camion, avec vraiment la volonté en fait que ce camion puisse faire un tour de France avec tous les otages qui figurent sur ce camion, les photos des otages, et que chacun mesure effectivement qu'en regardant ce camion, on a des hommes, on a des femmes, on a des enfants, on a des bébés, on a des personnes âgées. En fait, on est en train de parler de vie humaine, et c'est important de voir ces visages quand on appelle à la mobilisation pour la libération de ces otages. C'est important que le public visualise qu'on est vraiment en train de parler de vie humaine. Et donc, on a, dans le cadre de l'organisation de cet événement aussi, une séquence hautement symbolique aussi. Du coup, l'idée au départ, c'était de faire un visuel sur les lieux emblématiques de chacune des villes. Et à Marseille, le stade Vélodrome, pour moi, ça m'a paru une évidence de dire c'est le temple qui réunit en réalité tous les Marseillais. Donc on a organisé une conférence de presse devant le stade Vélodrome. On a convié les élus pour être présents. Et donc ça a été là aussi un moment fort, avec les élus qui se sont mobilisés, avec des paroles fortes aussi qui ont été prononcées par nos élus. Donc ça fait partie des actions coup de poing. Il y a eu un autre endroit qui a été, pour moi personnellement, qui était assez fort, c'est quand vous êtes allé à
à Notre-Dame de la Garde. C'est la bonne mère qui veille sur les enfants et qui veille sur Marseille. Ouais. Donc c'était un choix aussi voulu. Oui, absolument. Encore une fois, l'idée c'était vraiment que ce camion puisse s'arrêter sur les lieux emblématiques de chaque ville. De chaque ville. Et effectivement, Notre-Dame, c'est le lieu emblématique aussi par excellence de Marseille. Alors à côté de ça, on va parler dans quelques instants, parce que le temps passe vite malheureusement, des actions à venir du CRIF. Mais petite parenthèse, vous étiez présente à la Convention nationale du CRIF, dont le président est Jonathan Arfi. Il y a eu beaucoup de monde cette année. Hein. J'ai pu voir, moi, à travers les réseaux sociaux, je crois pas loin de 2000 personnes qui étaient présentes. C'était sur quel thème? C'était comment les démocraties peuvent survivre après le 7 octobre. Ah oui. Donc oui, c'est vraiment, je dois saluer l'efficacité des équipes du CRIF national qui ont réussi à faire une convention qui avait du sens au regard du thème qui était choisi. Sur les intervenants aussi, toujours de qualité, toujours de haut niveau. Et puis je salue aussi, vous avez raison de le dire, la mobilisation à l'occasion de cette convention. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées. Et donc du coup, c'est la démonstration effectivement que ce sentiment d'inquiétude qui empare la communauté, il peut être combattu quand il y a des manifestations qui nous rassemblent. Sur lesquels on peut agir, réfléchir. L'idée, c'est d'alimenter les réflexions. Et ça a été un temps fort, effectivement, de la vie citoyenne, de la vie républicaine. Alors, à côté de ça, il y a aussi ce que le CRIF Marseille-Provence a en préparation, parce qu'à côté des actions que vous avez, il y a aussi beaucoup de... Il y a toute l'actualité du CRIF, les conventions, dîners du CRIF, etc. Alors dites-nous en plus, parce que bon, là, ça y est, on a bientôt fini 2023, on va aller tous un petit peu se reposer. Et après, en janvier, on va redémarrer. Je crois que sur les chapeaux de roue, il y a en préparation la fameuse convention régionale. Exact. Alors finalement sur le dîner du CRIF, j'ai pris la décision en accord avec mon comité directeur de renoncer à faire le dîner du CRIF en hiver. Alors en hiver, mais aussi au regard des événements, on a considéré effectivement que c'est un grand moment républicain. Ah oui, très attendu en plus. Mais c'est aussi un moment de convivialité et les circonstances actuelles, le contexte actuel ne nous autorisait pas à faire un dîner comme on a l'habitude de le faire. Pas trop le cœur pour faire ce dîner, mais ça n'est que partie remise. On l'organisera sûrement juin, juillet, c'est ça. Donc on reprend l'ancienne dynamique. Juin, juillet 2024. Du coup, on tâchera effectivement de se retrouver à l'occasion de ce grand moment qui est le dîner du CRIF. Mais du coup, pour apaiser un petit peu les frustrations sur l'annulation du dîner, l'objectif, c'est qu'on puisse quand même marquer le coup avec un grand moment républicain qui est l'organisation de cette convention annuelle régionale. Et donc, du coup, on travaille effectivement dur à l'organisation de cet événement. On peut dévoiler le thème général déjà ? Oui, le thème général, ça va être le délitement des partis politiques après la déflagration du 7 octobre, notamment. Donc on va... alors il y a Michel Tauboul, qui est l'ancienne présidente du CRIF, présidente d'honneur, qui donc est présidente de la commission de la convention. On a eu une réunion il y a une dizaine de jours avec les membres de la commission convention. L'objectif, c'est essayer de calquer là aussi la convention du CRIF national sur la dimension de l'événement et sur la qualité des intervenants. Ces dernières années, on avait organisé des conventions sur un format réduit, c'est-à-dire l'après-midi. Vous repassez au format de la journée, d'accord, avec repas le midi, tout ça. Oui, tout à fait. On va repasser sur un format de la journée on a convié la présidente de l'Assemblée nationale pour faire l'introduction de cette convention. L'objectif vraiment, c'est que, je vous le disais, comme on n'a pas de dîner du CRIF cette année, donner une grande audience, on veut vraiment que cette journée soit une journée qui nous permette d'abord de figer nos réflexions on a commencé notre interview par ça, Karine, ce avant et ce après le 7 octobre. Ça sera un peu l'idée, le fil rouge de cette convention. Et puis voilà, évoquer effectivement les enjeux, notamment sur le plan politique, de ce qui se passe depuis le 7 octobre aussi. De ce que tout simplement, si on pouvait le résumer en une phrase, face au chaos,
comprend moi aussi. Oui, tout à fait. Peut être un peu, C'est ça. L'idée, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'alimenter nos réflexions avec des personnalités de haut vol pour nous permettre justement une meilleure compréhension. Tout à fait. Fabienne Mendaillon, notre interview touche à sa fin. Alors, nous sommes en période de Hanouka. Oui. Donc, je pense que vous avez peut-être envie de souhaiter à la communauté de belles fêtes. Oui, alors ça, bien évidemment, vous savez, Hanouka, c'est un message d'espoir, en fait. Cette fête, c'est la fête des Lumières. C'est la fête de la résistance, en fait, la fête de la réussite, de la victoire. Et je crois que cette année, encore plus que toutes les autres années, ce message qui est porté par cette fête des Lumières, c'est quelque chose qui nous touche au cœur. Et donc le message que j'ai envie de livrer effectivement à la communauté juive, c'est de rester debout, de croire en l'avenir et d'intégrer ce message d'espoir pour que ce soit celui qui nous porte dans les jours à venir, pour la réussite d'abord de la libération de tous les otages, pour la réussite de la guerre qui est en train de mener Israël contre cette organisation terroriste barbare, et puis de manière plus générale et globale, la réussite du peuple juif et la lumière qui puisse éveiller nos cœurs et tous les foyers du peuple juif. Merci infiniment Fabienne Mendaillon. Je rappelle que vous êt la présidente du CRIF Marseille-Provence. Au revoir. Au revoir. CRIF Mag est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence.